En mars 2002, des agents paramilitaires de la CIA des États-Unis se sont lancés dans une mission dans la vallée de Shah et Kot et les montagnes environnantes de l'Hindou Kush en Afghanistan, dans une tentative d'écraser les forces d'Al-Qaïda et des talibans. Une bonne fois pour toutes, alors que 1700 soldats étaient transportés par avion, l'espoir d'une victoire décisive était grand. Les services de renseignement avaient estimé qu'entre 200 et 250 insurgés terroristes étaient retranchés dans la vallée. Mais malheureusement, cette information était incorrecte. Alors que les troupes étaient larguées et se préparaient au combat, elles furent accueillies par des tirs de mortier précis et une rafale de mitrailleuses. Alors qu'entre 500 et 1000 terroristes se battaient de toutes leurs forces. C'était l'opération Anaconda et elle allait s'avérer être la bataille la plus sanglante de la guerre en Afghanistan. Mais qui sortirait vainqueur et comment le conflit allait-il se dérouler? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons raconter les événements avant, pendant et après l'opération Anaconda en examinant ce qui s'est réellement passé au cours de cette période de 2 semaines et ce qui était censé se produire. Nous rencontrerons les personnages clés impliqués dans cette bataille au fil du récit et analyserons un à un les moments les plus marquants du conflit. Rejoignez-nous pour découvrir la réalité choquante de la bataille la plus meurtrière de la guerre d'Afghanistan. Bienvenue sur Wars of the World. L'opération Anaconda était censée être un tournant majeur dans la guerre d'Afghanistan. Alors que l'armée des États-Unis tentait d'éradiquer les menaces terroristes d'Al-Qaïda et des talibans. Une fois pour toutes, la bataille a eu lieu assez tôt dans la guerre d'Afghanistan. En fait, moins d'1 an après, des terroristes islamistes ont détourné les avions qui allaient les écraser sur le World Trade Center, déclenchant ainsi le conflit qui serait connu sous le nom de guerre contre le terrorisme. Dans les premiers jours de la guerre, l'objectif principal des États-Unis était d'éliminer les menaces terroristes, de localiser rapidement Oussama Ben Laden et d'empêcher la propagation des idéologies extrémistes. Avant de lancer l'opération Anaconda, les États-Unis ont déclenché l'opération Liberté immuable en octobre 2000, seulement quelques semaines après les attentats du 11 septembre. Cela impliquait de s'associer à une organisation rebelle locale en Afghanistan connue sous le nom de l'Alliance du Nord. Celle-ci était composée d'Ouzbeks, de Hazaras et de Tadjiks qui s'opposaient activement au régime taliban. L'opération Enduring Freedom a été menée avec un mélange de frappes aériennes et d'opérations terrestres qui porteraient le combat directement à toutes les cellules terroristes connues dans le pays. Et ce fut, pour la plupart, un grand succès. Une série de centres de pouvoir talibans ont été rapidement pris. Et en novembre, les États-Unis et l'Alliance du Nord contrôlaient Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Ce qui a suivi cependant fut la bataille de Tora Bora, au cours de laquelle cette fois l'armée américaine a agi sans l'Alliance du Nord. D'après des renseignements suggérant que Ben Laden s'était réfugié dans les montagnes de Tora Bora, dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Avant la bataille finale de l'opération Anaconda, celle-ci détenait le titre de l'affrontement le plus sanglant de la guerre en Afghanistan. Avant la bataille, les États-Unis avaient réussi à obtenir le soutien des forces militaires Pashtuns, proches des montagnes de Tora Bora. Et ils étaient intervenus pour attaquer un grand camp d'entraînement d'Al-Qaïda niché près de la ville de Jalalabad. Dès le départ, cependant, il y avait des inquiétudes quant à l'engagement de leurs nouveaux alliés envers la cause. Ils n'étaient pas aussi farouchement opposés à Al-Qaïda et aux talibans que l'Alliance du Nord l'avait été. Et ils avaient l'intention de quitter la zone chaque nuit pour rompre leur jeûne du Ramadan en toute sécurité. De plus, il s'est avéré que Ben Laden et ses plus proches alliés se trouvèrent dans ce même camp d'entraînement, mais ils avaient réussi à quitter les lieux au milieu de l'assaut désorganisé.
L'opération Anaconda est alors née d'un nouveau rapport de renseignement affirmant que les forces d'Al-Qaïda se rassemblaient dans la vallée de Shah-e-Kot, dans la province de Paktia en Afghanistan, au sud de la ville de Gardez. Signifiant le lieu du roi sans pachto, Shah-e-Kot est une étendue rocheuse de 9 km sur 5 plaines de cachettes. Des grottes et des creux dans la roche longent les parois de la vallée et de nombreuses formations rocheuses naturelles offrent une grande couverture aux troupes au sol. Cette vallée avait été le théâtre d'une bataille importante pendant la guerre soviéto-afghane dans les années 1980, au cours de laquelle les forces soviétiques avaient finalement battu en retraite alors que les combattants de la guérilla afghane tenaient leur position. Au moment où les Américains étaient de près à attaquer la vallée, Ben Laden s'était enfui au Pakistan pour échapper à la capture et une demande américaine visant à l'intercepter avec 800 gardes-frontières avait été refusée par le commandement central. 2001 laissa place à 2002 et en janvier, des plans furent mis en œuvre pour que les troupes américaines interviennent. Les renseignements américains avaient indiqué qu'entre 200 et 250 combattants terroristes étaient stationnés dans toute la vallée, sous la direction de Malawi Nasrullah Mansour. Après la bataille de Tora Bora, Mansour avait invité des djihadistes des régions environnantes à le rejoindre dans la vallée afin de se rassembler en cas d'attaque américaine. Et ces hommes avaient passé du temps à planifier précisément ce qui allait arriver. Les invitations de Mansour avaient attiré entre 500 et 1000 combattants terroristes sur le site, chacun d'eux étant bien équipé pour le combat. La vallée avait été fortifiée avec des tranchées, des bunkers et des crêtes sur lesquelles installaient des mitrailleuses, ce qui en faisait un endroit particulièrement difficile à attaquer. Cependant, avant le début de l'opération Anaconda, Mansour avait été tué lors d'une bataille contre un chef de guerre rival et son fils, Saifur Rahman Mansour, était devenu le principal chef moudjahidine des troupes stationnées à Shah-e-Kot. Malgré l'ascension récente au pouvoir du jeune Mansour, les terroristes étaient convaincus que, tout comme lors de la guerre soviéto-afghane, ils seraient capables de repousser toute menace américaine qui se présenterait à eux. Mais auraient-ils raison ? Des plans pour attaquer la vallée de Shah-e-Kot ont été mis en place entre janvier et février 2002. Plus tôt, les services de renseignement avaient fourni à l'armée américaine la localisation non seulement de Saifur Rahman Mansour, mais aussi de ses alliés très recherchés. Jalaluddin Haqqani et Tohir Yuldashev, tous deux stationnés à ses côtés. Haqqani, en particulier, représentait une menace majeure ici. Il avait combattu pendant la guerre soviéto-afghane et connaissait parfaitement le terrain. Il n'était pas étranger au combat dans la vallée et les forces américaines le considéraient comme extrêmement dangereux. Au cours de la phase de planification, des renseignements supplémentaires devaient être recueillis afin de donner un avantage aux Américains. Les images satellites et les unités de reconnaissance ont tenté de révéler autant d'informations que possible sur la vallée et sur ceux qui y étaient stationnés, mais cela s'est avéré difficile. Les terroristes s'étaient bien camouflés contre les grottes et les crevasses des parois de la vallée. Ici, les États-Unis devraient plutôt compter sur la collecte de renseignements humains. Au cours des semaines suivantes, des opérations de forces avancées ont été envoyées dans les terres bordant la vallée de Shah-e-Kot pour recueillir le plus d'informations possible. Cela impliquait de traverser un terrain difficile dans de mauvaises conditions météorologiques et aussi en pleine nuit en utilisant des quads puis en poursuivant à pied pour attirer le moins d'attention possible. La reconnaissance environnementale a été menée en hauteur le long des parois de la vallée et les informations ont été progressivement transmises au général Tommy Franks, qui a commencé à organiser une opération majeure pour faire face à ce qui était clairement une forte présence terroriste dans la région. Une fois les renseignements recueillis, l'armée des États-Unis devait décider de la manière d'aborder l'attaque. Ils ont décidé de solliciter l'aide d'un chef de guerre pachtoun local, Ziauddin, pour diriger une force tribale de soldats afghans contre les terroristes dans la vallée.
Lodin combattrait aux côtés du général de division américain Franklin La Hagenbeck, commandant de la 10e division de montagne qui dirigerait l'opération Anaconda. Ils ont décidé d'adapter ce qu'ils avaient appris de la bataille de Tora Bora. Les forces militaires afghanes, sous le commandement de Lodin, avanceraient en premier, mais cette fois, l'armée américaine serait stationnée dans les montagnes à l'est de la vallée. De cette façon, toute figure terroriste clé tentant de s'échapper vers le Pakistan serait interceptée et neutralisée. Les États-Unis feraient également appel au soutien des forces spéciales de leurs alliés internationaux, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège, le Canada et la France. Au total, environ 3000 soldats seront rassemblés près de la vallée sous la forme d'infanterie, de tireurs d'élite, de soutien aérien et de soldats spécialisés équipés pour combattre dans des terrains montagneux difficiles. Voici comment la bataille s'est déroulée. Les premiers événements de l'opération Anaconda ont pris les Américains par surprise alors qu'ils transportaient par hélicoptère une équipe de SEALs sur un sommet voisin pour établir un poste d'observation. Le 1er mars 2002, il est devenu évident que les terroristes d'Al-Qaïda étaient bien équipés pour le combat. Ils avaient été rejoints par des combattants ouzbeks et tchétchènes de le mouvement islamique d'Ouzbékistan, formant des équipes qui traversaient les cultures et les idéologies. Un bref échange de tirs s'ensuivit entre les SEALs qui surveillaient la vallée et une petite équipe de 7 insurgés ouzbeks, entraînant la mort de 5 d'entre eux. Non loin de là, les SEALs ont pu trouver des documents en arabe détaillant des guides sur la fabrication de puissantes bombes artisanales destinées à cibler des ponts, des bâtiments et des véhicules. À ce stade, il est devenu évident que les États-Unis avaient peut-être sous-estimé leur ennemi. Entre 500 et 1000 insurgés étaient stationnés dans la vallée, bien plus que les 200 à 250 prévus initialement. Bien que les terroristes soient toujours en infériorité numérique, cette mission serait loin d'être facile. Le lendemain, les combats ont commencé à une plus grande échelle. Les militants afghans alliés sont entrés dans la vallée de Shah-i-Kot pour commencer à éliminer les insurgés là où ils le pouvaient, tandis que les tireurs d'élite canadiens et américains assuraient des tirs de couverture depuis les hauteurs de la vallée. Pendant ce temps, à la base militaire américaine de Gardé, un grand convoi de camions transportant les unités de la Task Force Hammer est parti en direction de la vallée. Parmi eux se trouvait Zia Lodin, une force plus importante de ses hommes, et plusieurs équipes de soldats des forces spéciales américaines. Le terrain était difficile et plusieurs véhicules se sont retrouvés coincés. Plusieurs combattants ont été blessés avant même que les combats ne commencent lorsqu'un bus s'est renversé. De plus, l'effet de surprise avait été perdu lorsque les camions ont allumé leurs phares pour éviter d'autres incidents. À ce moment-là, un convoi dirigé par le chef adjudant de l'armée Stanley L. Harriman s'est séparé du groupe principal pour se rendre au poste d'observation où étaient stationnés les SEALs. Au-dessus, un avion AC-130 qui assurait un appui-feu a subi une panne de son système de navigation et n'a pas identifié le convoi comme étant américain. Ils ont ouvert le feu, tuant Harriman et blessant plusieurs de leurs propres soldats dans un cas catastrophique de tir à mi. La bataille ne commençait pas sous de bons auspices. Le soutien aérien supplémentaire qui devait être assuré par un Rockwell B-1 lancé en vol a échoué lorsqu'une bombe est restée coincée dans la soute de lancement. De plus, la C-130 qui avait accidentellement tué Harriman avait été rappelée et les troupes au sol s'inquiétaient du manque de soutien aérien. Pendant ce temps, les milices afghanes alliées dans la vallée étaient bombardées par des tirs de mortier et jusqu'à 40 d'entre elles ont été tuées ou blessées. Ils se sont dispersés et ont refusé d'avancer davantage, et les officiers supérieurs de l'armée américaine commençaient à se rappeler des désastres de la bataille de Tora Bora Shaken. Mais, sans se laisser décourager, ils ont décidé de réaffecter la tâche d'assaut de la vallée au niveau du sol à la Task Force en ville.
Pendant ce temps, les soldats de la Task Force Rakassan commençaient à embarquer dans leurs hélicoptères de transport et ont volé vers le sud pour rejoindre les combattants dans la vallée. Ce seraient ces hommes qui auraient pour mission de bloquer les routes d'évasion vers le Pakistan si les terroristes tentèrent de fuir. Alors que les soldats de la Task Force Rakassan atterrissaient le long des bords nord-est de la vallée, les terroristes furent pris par surprise. Cela donna aux soldats suffisamment de temps pour installer des mesures de sécurité et renforcer leur position le long des bords de la vallée. Ils bloquaient toutes les routes d'évasion par la frontière. La force opérationnelle Hammer refusant d'avancer, les terroristes ont finalement ciblé les soldats américains de la force opérationnelle Rakassan. Et ils ont essuyé de violents tirs. Transportés par hélicoptère, ils étaient escortés par des Apaches qui ont aidé à neutraliser les équipes de mortiers et éliminer les insurgés. Pourtant, les terroristes ont persisté et ont tiré des roquettes anti-chars dans leur direction, ce qui a fait perdre l'électronique à un hélicoptère et l'a forcé à battre en retraite. Le long des murs en contrebas, dans des grottes et des tranchées. Les insurgés ont commencé à tirer avec des canons anti-aériens ZPU, un sur la Task Force Rakassan et les hélicoptères Apache restants. Pendant que ceux qui portèrent des roquettes anti-chars continuaient à envoyer des tirs meurtriers vers le sommet de la vallée, les insurgés équipés de roquettes anti-chars se sont révélés être des adversaires particulièrement redoutables. Ces terroristes utilisaient une technique qu'ils avaient déjà employée lors des combats contre les soviétiques, qui consistait à lancer leurs roquettes anti-chars vers le ciel. Les ogives à l'intérieur des roquettes explosaient automatiquement lorsqu'elles atteignaient une distance de 920 mètres, projetant des éclats dévastateurs dans toutes les directions. Cette méthode leur permettait de déchirer les mécanismes internes vitaux et les systèmes électroniques des Apaches. Et elle a réussi. 2 autres hélicoptères ont été forcés de battre en retraite après que les insurgés d'Al-Qaïda ont lancé un barrage sauvage de tirs de roquettes vers le ciel. Malgré l'assaut brutal venant du sol, la Task Force Rakassan a réussi à sécuriser ses positions vers la moitié de la matinée du 2 mars. Ils ont alors commencé à faire pleuvoir le feu sur la vallée depuis leur position élevée. Le reste de la journée, les soldats de la Task Force Rakassan sont restés en position, tandis que d'autres hélicoptères Apache assuraient le soutien aérien. Pendant ce temps, au sol, les tirs de couverture de la Task Force Rakassan ont permis à l'infanterie alliée de progresser davantage dans la vallée. Cependant, ils subissaient encore de violents tirs des insurgés d'Al-Qaïda sur les falaises et le champ de bataille. Et en début d'après-midi, 10 hommes ont failli être éliminés par une roquette anti-char tirée depuis l'un des contreforts à l'est. Cependant, elle n'a pas explosé et a atterri dans la neige juste à côté d'eux. Après cela, il y a eu une attaque terrifiante de tirs de DSHK Degtyaryova Shpagina Krupno-Kaliberny M1938. Les terroristes utilisaient de puissantes mitrailleuses lourdes soviétiques pour achever ce que leurs tirs de roquettes n'avaient pas réussi. Les hommes au sol se sont mis à l'abri et le sergent-chef Andrei Ropel a pu appeler des tirs de mortier dans la zone, éliminant ainsi leur assaillant. Il recevra plus tard la médaille de l'étoile de bronze avec distinction pour sa bravoure ce jour-là. Cependant, les équipes de mortiers attiraient maintenant l'attention sur elles. Et les terroristes ont tenté d'éliminer le 187e régiment d'infanterie qui avait lancé l'attaque précédente en utilisant leurs propres tirs de mortier. Plusieurs ont été blessés, mais le signaleur Martin Wallace du régiment des forces spéciales aériennes australiennes a désespérément commencé à les traîner en lieu sûr, ce qui lui a valu une médaille pour sa bravoure. Tout au long du reste de la journée, des frappes aériennes ont été demandées auprès des bombardiers et chasseurs américains, ce qui a permis d'infliger de lourdes pertes aux terroristes. Mais malgré cela, ils ont continué à défendre agressivement leur position. Les combats ont exercé une énorme pression sur la force opérationnelle. Les soldats Rakassan dans les zones d'atterrissage au sud manquaient de munitions et continuaient de subir des tirs particulièrement intenses. Tard dans la soirée cependant, un avion canon AC-130U se déplaçant beaucoup plus lentement que les chasseurs et bombardiers précédents a fourni des tirs soutenus au fond de la vallée. Alors que ces hommes pouvaient être évacués par voie aérienne pour se rétablir,
Parmi eux, 35 avaient été blessés, mais aucune vie n'avait été perdue. Vers la fin du deuxième jour de combat, le général Hagenbeck, commandant de l'opération Anaconda, a choisi de transférer par voie aérienne les forces évacuées du sud vers la position nord. Progressivement, ils avanceraient vers le sud, éliminant tous les combattants présents au fond de la vallée. Mais il semblait qu'il n'en restait aucun. Les terroristes avaient fui vers le sud mais n'avaient toujours pas réussi à s'échapper vers le Pakistan. Cela signifiait qu'un chemin avait été ouvert vers un poste d'observation fortifié qui avait été installé au sommet de Thakurgar. Un excellent point d'observation pour évaluer le nombre d'ennemis, suite aux tirs nourris auxquels les Apaches et les AC-130 avaient été confrontés, Hagenbeck décida d'envoyer 5 à 10 Thunderbolt 2 qui étaient un de moins vulnérables aux tirs venant du sol. Les Thunderbolt allèrent fournir un soutien aérien vital, pendant que les forces alliées progressaient plus au sud pour éliminer la menace terroriste restante. Parmi les hommes chargés de se rendre dans une zone d'atterrissage proche de la base de Thakurgar, il y avait 2 équipes de Sea, Air and Land, Mako 30 et Mako 21, commandées par le lieutenant-commandant Vic Hyder. Pour atteindre le sommet rapidement, ils auraient besoin du soutien d'un hélicoptère MH-47 Chinook qui avait reçu l'autorisation d'atterrir après que des missions de reconnaissance n'eurent détecté aucun signe d'activité ennemie. Mais vers 3 heures du matin, le 4 mars, le Chinook a tenté de déposer les équipes de Sea, Air and Land, mais quelque chose n'allait pas. Des traces dans la neige laissaient de penser que quelqu'un était passé par là, et très récemment. Et alors qu'ils envisageaient d'abandonner l'atterrissage, 2 roquettes anti-chars ont été tirées sur le flanc du Chinook, mettant un moteur hors service et détruisant ses systèmes hydrauliques. Le premier maître Neil C. Roberts avait été éjecté de l'hélicoptère alors qu'il tentait d'effectuer une manœuvre d'urgence. Le Chinook s'est écrasé à l'atterrissage à environ 6 km de là. Un autre hélicoptère a été envoyé pour permettre aux troupes de se regrouper et de rechercher leurs camarades disparus. Le tir provenait du sommet de la montagne. Une grande force ennemie s'était rassemblée au sommet et un AC-130 a été demandé pour fournir un appui-feu. Alors que les terroristes se défendaient, ils ont grièvement blessé le sergent-chef John A. Chapman et forcé l'équipe Mako 30 à quitter le sommet. Chapman, ainsi que Roberts, étaient toujours en vie, mais ils étaient coincés et dans une mauvaise posture. Ils étaient maintenant bloqués sur la montagne et à des endroits différents. La force de réaction rapide des Rangers a été envoyée pour les rechercher, tandis que le soutien aérien continuait d'éliminer les combattants terroristes au sommet du pic. Lorsque la première équipe de Rangers a été déposée au même endroit, initialement atteint par le Chinook, ils sont tombés dans exactement le même piège. Ils n'avaient pas été équipés de radios satellites pour maintenir le contact avec le quartier général. Le sergent Phillips Vitak a été tué presque immédiatement par des tirs d'armes légères, tandis que Chapman, désormais mortellement blessé et repéré par les images de drones, a tenté d'attirer le feu loin des Rangers pendant leur atterrissage. Le soldat de première classe Matt Commons, le sergent Brad Krause et le spécialiste Mark Anderson ont également perdu la vie alors qu'ils tentaient de récupérer Chapman. Vers 20h, le 4 mars, les Rangers ont été extraits de la montagne. Chapman et Roberts étaient tous deux morts avant de pouvoir être récupérés. Et on pense que les pertes auraient été encore plus lourdes si ce n'était grâce à une unité australienne dissimulée qui avait appelé un soutien aérien vers le sommet de la montagne. Bien que de nombreux terroristes aient été tués lors de la bataille de Thakurgar, les multiples morts alliés survenus ont conduit à ce que cela soit considéré comme une victoire à la Pyrrhus pour les Américains. La phase suivante de l'opération consistait à éliminer complètement la présence de combattants terroristes de la vallée de Shaikat et de nouvelles troupes ont été amenées pour aider dans cette tâche. À la suite des événements dévastateurs au sommet de Thakurgar, les commandants américains ont choisi d'adopter une approche plus indirecte. Et il n'y a pas eu beaucoup de combats à grande échelle pendant le reste des 2 semaines de bataille à venir.
Le 10 mars, 400 soldats américains ont été renvoyés à la base, tandis que Zia Lodding et ses hommes commençaient à préparer une offensive finale. Balayer le fond de la vallée, éliminer les insurgés et débarrasser les villages voisins de la présence terroriste. Lodding, cependant, entretenait une animosité de longue date avec Gul Haïdar, l'un des principaux officiers afghans qui devait l'assister. En conséquence, la communication entre les deux était tendue, et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la méthode d'entrée dans la vallée. Afin de sécuriser la zone, les forces américaines ont finalement réussi à les convaincre de coopérer et ils sont entrés dans la vallée le 12 mars. Lodding et Haïdar s'étaient mis d'accord sur un mouvement en tenaille renforcé par une équipe de chars T-55. Haïdar s'est révélé être un atout inestimable pour l'opération et s'est personnellement occupé du retrait des mines qui avaient été placées le long du fond de la vallée à l'aide d'un grappin. Pendant ce temps, Lodding et ses hommes approchaient par le côté sud et les deux équipes ont commencé à nettoyer de petits hameaux. Après avoir confirmé que toute présence terroriste avait été éliminée lors des événements précédents de l'opération Anaconda, avec très peu de terroristes restants, les efforts se sont concentrés sur le comptage et la récupération des corps alliés, ainsi que sur la confirmation des pertes ennemies. Le 13 mars, la Task Force Rakassan avait été remplacée par la 10e division de montagne qui a commencé à ratisser les murs et les falaises autour du flanc de la vallée. Les tentatives pour rattraper les terroristes qui s'étaient échappés ont échoué, mais toutes les routes pakistanaises ont maintenu leur position. L'ennemi n'avait pas quitté le pays. À la fin du 13 mars, les estimations concernant les pertes avaient été confirmées. 8 soldats, marins et aviateurs des États-Unis avaient été tués et 82 autres avaient été blessés. Entre 500 et 800 insurgés rebelles avaient été tués et au moins 14 civils étaient morts lors des frappes aériennes massives. On pense que les rebelles restants se sont réfugiés dans les montagnes, mais leur nombre avait été considérablement réduit à ce stade. Le dernier affrontement de l'opération Anaconda a eu lieu le 17 mars, quand la force opérationnelle 11 a appris qu'une cible de grande valeur pourrait se diriger vers une route d'évasion non surveillée au Pakistan à travers les montagnes. Un drone Predator suivait le convoi et il est devenu urgent de les intercepter avant qu'ils ne puissent s'échapper. La force opérationnelle 11 est partie, appuyée par les Rangers et des opérateurs du Special Boat Service britannique, avec des hélicoptères Chinook envoyés pour les transporter en avance sur leur cible. Les terroristes ont été stoppés net lorsqu'une des mitrailleuses minigun du Chinook a rendu leurs véhicules inutilisables, tuant plusieurs rebelles au passage. Alors que les SEALs se rapprochaient avec des tirs supplémentaires, le combat s'est terminé en quelques minutes à peine. En utilisant l'effet de surprise, ils avaient rapidement tué un grand nombre d'insurgés et parmi les morts se trouvaient des Arabes, des Tchétchènes et des Ouzbeks bien armés. Si la force opérationnelle 11 n'avait pas agi à temps, ces hommes se seraient échappés au Pakistan, où ils auraient pu transmettre des renseignements aux forces d'Al-Qaïda et des talibans. Concernant les événements de l'opération Anaconda, le 18 mars, le général Tommy Franks a officiellement mis fin à l'opération Anaconda, la qualifiant de succès total et sans réserve. Des rapports d'enquête ont réfuté cette affirmation, la décrivant plutôt comme un fiasco marqué par des querelles entre les services, une mauvaise planification militaire et des morts évitables de soldats américains. L'opération Anaconda a effectivement permis d'éliminer une grande partie de la présence terroriste dans la vallée de Shaikot et les terres environnantes, mais les chiffres ne concordaient pas. Alors que l'armée américaine affirmait que 500 à 800 terroristes avaient été tués, seulement 23 corps ont été retrouvés. Et des spéculations sont apparues selon lesquelles l'opération aurait pu être davantage un spectacle pour les médias qu'une nécessité militaire. De plus, les forces de la coalition alliée qui avaient accompagné les soldats américains ont commencé à critiquer l'opération après sa conclusion. Dans une interview, des soldats des forces spéciales allemandes, Kommando Spezialkräfte, ont rapporté des disputes houleuses avec les forces américaines. Ces derniers auraient fait usage d'une violence excessive, tolérant les meurtres de civils en Afghanistan.
Dans un cas, un berger afghan sans lien avec Al-Qaïda est tombé par hasard sur une cachette allemande et, de ce fait, l'armée a choisi de changer de position. Cela a été critiqué par les soldats américains qui ont insisté pour que les Allemands auraient dû le tuer sur le champ. Après l'opération Anaconda, l'armée des États-Unis, avec les forces de la coalition, a lancé l'opération Jacana, une série de missions de suivi visant à éliminer les insurgés de la vallée de Shaikot, qui tentèrent de se regrouper sur le sol afghan. Les forces britanniques ont joué un rôle important dans ces opérations, et plus de 1700 hommes ont été déployés pour soutenir l'opération Jacana. À l'époque, on pensait que de nombreuses autres batailles suivraient dans les semaines et les mois à venir. Mais en réalité, l'opération Anaconda serait la dernière grande bataille en Afghanistan pour plusieurs années à venir. Malgré tous leurs efforts, plusieurs terroristes clés ont réussi à s'échapper au Pakistan après l'opération Anaconda, lorsque les soldats stationnés le long des parois et des falaises de la vallée se sont retirés. Pendant longtemps, les forces alliées ont joué la carte de la patience, anticipant de grandes batailles qui ne viendraient tout simplement pas. Les patrouilles ont continué à explorer les montagnes, tentant de trouver des signes d'activité ennemie autour de la vallée de Shaikot, mais rien d'important n'a été découvert. Les talibans, en revanche, auraient présenté l'opération Anaconda comme une grande bataille historique, la décrivant comme, je cite, « le début du djihad sacré contre l'occupation de l'Afghanistan ». Fin de citation, Saïfour Rahman. Mansour avait survécu à la bataille mais serait tué en 2008, devenu désormais un martyr exalté pour la cause terroriste. L'opération Anaconda fut un moment difficile de la guerre en Afghanistan. D'après tous les rapports officiels, elle fut considérée comme un succès et de nombreux combattants terroristes furent éliminés. Mais elle n'a certainement pas été exempte de défaillances. Les militants afghans qui soutenèrent la bataille ont tendance à croire qu'un nombre d'ennemis inférieur à celui annoncé par les Américains a été tué. Et le nombre réel n'a pas été confirmé à ce jour. Néanmoins, il est connu que plusieurs soldats alliés ont tragiquement perdu la vie lors des combats, notamment lorsqu'ils ont affronté les horreurs de la bataille de Takurgar. L'opération a été une ouverture brutale à l'un des plus longs conflits modernes des Américains et s'est avéré être l'affrontement le plus sanglant de la guerre en Afghanistan.